Va-t'en et ne reviens jamais m'ont dit mes parents. Alors je suis parti sans dire un mot. 3 mois plus tard, papa m'a écrit, « Pourquoi n'as-tu pas payé l'hypothèque ?» J'ai répondu, « Je pensais que je n'étais pas la bienvenue. » Alors, mon téléphone a explosé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis resté là, sur le seuil de la porte, avec un sac en papier rempli de courses que j'avais encore payées. Et j'ai écouté ma mère me dire que j'étais une ingrate. Elle s'appelle Isabelle Martinez. Elle a cette façon de parler tranchante, même quand elle est calme, mais ce jour-là, elle ne l'était pas tu es une ingrate a-t-elle dit, sa voix s'élevant au-dessus du bourdonnement sourd du réfrigérateur. Va-t'en et ne te donne pas la peine de revenir mon père, Fernando Martinez, était à quelques pas derrière elle, appuyé contre le plan de travail de la cuisine. Il n'a rien dit. Il ne m'a même pas regardé. Il se frottait juste l'arête du nez, comme si cette conversation lui donnait une migraine. Et Javier, mon petit frère de 3 ans mon cadet, n'a même pas levé les yeux du canapé. Il était encore en pyjama à 3 heures de l'après-midi, le téléphone à la main, agissant comme si tout cela n'avait rien à voir avec lui. C'était un dimanche. Je venais directement du travail. Le sac était lourd, pain, œufs, lait, produits de base qu'ils oubliaient toujours d'acheter. Je les apportais chaque semaine en silence, comme une routine. Personne ne le remarquait, mais tout le monde l'attendait. J'ai regardé le salon une dernière fois, le même tapis que j'aspirais depuis mon adolescence. La même marque sur le mur, là où Javier avait cassé un cadre et accusé le vent. Et je me souviens avoir pensé, est-ce vraiment ce qu'il faut pour qu'il cesse enfin d'avoir besoin de moi, alors je suis parti. Personne ne m'a retenu, pas même mon père, pas même le garçon que j'appelais autrefois mon petit frère. Je suis parti vivre seul à 18 ans. Pas parce que je détestais ma maison, du moins pas à l'époque, mais parce que je savais que je ne survivrais pas si je restais. Mes parents aimaient dire qu'ils m'avaient bien élevé, mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est que je m'étais élevé seul, en silence, pour qu'ils n'aient pas à le faire. Nous n'étions pas pauvres, pas exactement, mais il y avait toujours cette sensation de précarité. Les factures arrivaient en retard. La nourriture manquait à la fin du mois. La lumière vacillait parfois, pas à cause d'une tempête, mais parce que personne n'avait encore payé la facture. J'ai décroché mon premier travail dans un café de bord de route après la seconde. D'abord comme réceptionniste, puis comme aide-serveuse quand il manquait du personnel, et enfin comme serveuse. Bien que je n'ai pas encore l'âge légal pour servir de l'alcool. Personne n'a posé de questions. Personne ne s'en souciait. Ma mère ne m'y conduisait pas, mon père ne venait pas me chercher le soir, mais il soupirait bruyamment quand je rangeais mes pourboires dans un pot étiqueté « Université ». En terminale, je faisais mes devoirs à 2 heures du matin entre 2 services. Pourtant, j'ai obtenu mon bac avec mention. J'ai décroché une bourse complète pour une université publique. Personne de ma famille n'est venu à l'orientation ni le jour du déménagement. J'ai loué une camionnette et je me suis débrouillé seul. C'était le schéma. Je m'occupais de tout, et il le permettait. Javier était différent, il l'avait toujours été. C'était le petit. Leurs mots, pas les miens. Enfant, il avait de l'asthme, léger, mais exagéré. Chaque éraflure était une crise. Chaque échec scolaire était la faute de l'école, du professeur, ou d'un trouble d'apprentissage jamais confirmé. Il a abandonné son centre de formation professionnelle 2 fois. Il a quitté 4 emplois en 1 an. Il est revenu à la maison à 25 ans pour se ressaisir et y est simplement resté. Et malgré tout cela, ils n'ont jamais cessé de le qualifier de spécial ***. À leurs amis, ils disaient qu'il cherchait sa voie ***, que certaines personnes mettaient plus de temps. Personne ne s'est jamais demandé ce qu'il découvrait. Moi, j'étais trop occupé à payer les factures que personne d'autre ne semblait remarquer. La première fois que ma mère a mentionné l'hypothèque, elle n'a pas utilisé le mot *** et ***. Elle a dit, *** Sarah, ton père et moi sommes un peu juste ce mois-ci, juste un peu serré *** c'était il y a 2 ans. Au début, j'ai fait quelques virements, quelques centaines pour les courses, l'essence, quelques factures. Puis est arrivée la facture d'eau, puis l'électricité, puis l'hypothèque. Les montants augmentaient, les remerciements diminuaient. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à la payer entièrement.
Il n'y a jamais eu de discussion, juste un silence de leur part et un rappel dans mon calendrier de la mienne. Ravière a plaisanté un jour en disant que j'étais devenu le ** filet de sécurité ** de la famille. J'ai ri, mais le rire m'est resté en travers de la gorge, car au fond, je savais que je n'étais plus leur fille, j'étais un virement mensuel. Et pourtant, quand je suis revenu ce dimanche-là avec les courses, ils m'ont regardé comme si j'étais égoïste, comme si je leur prenais quelque chose, pas comme si je leur donnais. C'est étrange, non? Comment peut-on donner autant pendant si longtemps que les gens oublient que cela vient de vous? Mon nouvel appartement n'avait rien d'extraordinaire. Une chambre, des murs fins, une cuisinière qui grinçait comme si elle avait des opinions, mais il était à moi. J'ai peint les placards de la cuisine en bleu doux. J'ai mis une plante sur le rebord de la fenêtre, et la plupart des jours, je pensais à l'arroser. Pas de cris, pas de soupirs passifs-agressifs, pas de factures impayées glissées sous la porte comme des menaces. Juste du silence. Pour la première fois en des années, je pouvais respirer. Pas cette respiration superficielle que l'on fait quand on attend que quelqu'un ait besoin de quelque chose. Non. Une respiration réelle, profonde, complète, celle qui n'a rien qui plane au-dessus de vous. Je dormais, je cuisinais juste pour moi. Je regardais des émissions nulles et laissais la vaisselle dans l'évier. Exprès. Et savez-vous quoi? Personne n'a rien dit. Pas un appel, pas un message vocal, pas même un texto de Ravière, ce qui, en soi, était un soulagement. Mon téléphone était silencieux, et ce silence avait le goût de la liberté. Je ne m'attendais pas à des éloges, mais je pensais que peut-être, quelqu'un demanderait si j'allais bien. Ils ne l'ont pas fait. Et puis, 3 mois plus tard, un mardi quelconque dont je me souviens à peine, mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père. Une seule ligne, ***, pourquoi n'as-tu pas envoyé l'hypothèque ce mois-ci, ***. Je suis resté à fixer l'écran pendant un long moment. Je n'étais ni en colère ni surprise, juste vide, comme si quelqu'un avait frappé à une porte que j'avais moi-même verrouillée pour une raison. Et la seule chose à laquelle j'ai pensé était, *** bien sûr. Il ne s'est jamais agi de moi, toujours de la maison ***, je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face cachée sur la table, je me suis servi une tasse de café et je me suis assise en silence. Pas de musique, pas de télévision, juste ce message vibrant en arrière-plan comme un moustique que je refusais d'écraser. 1 heure a passé, puis une autre. Quand j'ai enfin repris le téléphone, il y avait 5 nouveaux messages. 3 de ma mère, un de Ravière, et un autre de Fernando. ***, Sarah, la banque a appelé. Nous sommes en retard. Comment as-tu pu nous faire ça? Tu sais qu'on n'a pas cet argent. ***, le message de Ravière était le plus prévisible, ***, vas-tu vraiment laisser perdre la maison juste pour prouver quelque chose, ***. Il y avait là la culpabilité, ponctuelle comme toujours. Aucun d'eux n'a demandé comment j'allais. Aucun n'a dit, ***, tu nous manques, ***, aucun n'a mentionné qu'avec ces mêmes mots, il m'avait dit, ***, ne te donne pas la peine de revenir, ***, il ne voulait pas de moi, il voulait mon aide. Et il y a une différence. Je l'ai ressenti comme un courant d'air froid s'infiltrant sous la porte d'une maison qui était autrefois chaleureuse. J'ai laissé passer une autre heure, puis j'ai répondu au message original de mon père. Une seule ligne, ***, je pensais que je n'étais plus la bienvenue, ***. J'ai reposé le téléphone sur la table, et alors le déluge a commencé. Bip, 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 appel, message, audio, comme si une digue s'était rompue. Soudain, mon absence était inacceptable. Soudain, j'avais de nouveau de l'importance, mais pas en tant que fille, pas en tant que celle qui avait toujours assumé les responsabilités et qui maintenant refusait de continuer. Ils n'ont pas arrêté cette nuit-là. J'ai désactivé les notifications, mais le téléphone continuait de s'allumer toutes les quelques secondes, comme si le monde s'effondrait et que j'étais la seule à pouvoir l'arrêter. Sarah, réponds à ton père. Il est malade d'inquiétude. On t'a élevé mieux que ça. Tu agis par rancune, rancune. Ce mot m'a fait plus mal qu'il n'aurait dû. Pas sacrifice. Pas soutien. Pas une décennie de dons silencieux. Rancune. Comme si je retenais quelque chose qui leur appartenait de droit. À minuit, Ravière a appelé. J'ai laissé sonner.
Puis est arrivé le message vocal, *** Sarah, viens. C'est sérieux, ils perdent la tête. La banque s'en mêle. Tu dois arranger ça, *** arranger ça, comme si c'était moi qui avais tout cassé. Comme si c'était moi qui avais laissé tout s'effondrer. Pas celle qui avait tout maintenu ensemble pendant des années sans se plaindre. J'ai écouté son message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Le lendemain matin, un autre message d'Isabelle, *** ça détruit la famille, et Fernando. Quel genre de fille fait ça à ses parents, *** ça m'a fait rire. Un rire sec, vide, qui a résonné dans ma cuisine silencieuse. Parce que je pouvais répondre à cette question. Le genre de fille qui a payé votre hypothèque pendant que vous disiez à vos amis que Ravière cherchait du travail. Celle qui a sauté ses propres rendez-vous médicaux pour maintenir l'eau courante dans une maison où elle ne vivait pas. Celle que vous avez chassée dès qu'elle a dit, *** non, ***. Mais je n'ai rien écrit de tout ça. J'ai attendu que le soleil soit complètement levé, que le café refroidisse, que le bruit du téléphone ressemble moins à une famille et plus à du parasite. Et puis j'ai répondu, calmement, clairement, *** ce n'est plus mon problème. *** et cette fois, je n'ai pas tremblé quand les appels ont repris, parce que j'ai enfin compris que je n'étais pas cruel, j'avais juste fini. Pendant un temps, je me suis répété que le silence était mieux, que ne pas savoir était plus facile que de confirmer ce que je soupçonnais déjà. Mais même le silence a un poids. Il s'installe dans ta poitrine dans les moments calmes et murmure des choses que tu essaies d'ignorer. Et à la fin, ce murmure devient une question que tu ne peux plus éviter d'entendre, *** où est passé l'argent, *** j'avais envoyé de l'argent tous les mois, à temps, sans faute, pour les courses, pour les factures, pour l'hypothèque. Ils ne m'ont jamais dit merci, mais ils ne m'ont pas non plus dit d'arrêter, et je n'ai jamais demandé de reçu. Peut-être que c'était mon erreur. Alors, un matin, j'ai fait ce que j'aurais dû faire des mois plus tôt. J'ai appelé la banque. Pas pour confronter, juste pour demander. Une femme a répondu. Sa voix était calme, professionnelle, avec cette amabilité typique du centre du pays. Elle m'a demandé le numéro de compte de l'hypothèque, quelques informations de sécurité, puis m'a mise en attente un instant. Quand elle est revenue, son ton avait légèrement changé. ***, il semble que le compte soit en défaut de paiement depuis environ 7 mois. ***, j'ai cligné des yeux. ***, défaut, ***, oui, madame. Les prélèvements automatiques depuis votre compte ont été supprimés. Nous n'avons rien reçu de cette source depuis, ***, je l'ai remercié. Puis, avec appréhension, j'ai demandé si des paiements avaient été effectués d'une autre manière. Une autre pause. Puis elle a dit, ***, il y a eu quelques paiements partiels, mais le compte est signalé. Il est actuellement en phase de pré-saisie, ***. Je ne me souviens pas de grand-chose après avoir raccroché. Je sais que je suis resté debout au milieu de ma cuisine, le téléphone à la main, le cœur étrangement calme, pas rapide, juste lourd. Ce genre de silence qui arrive après une trahison, pas bruyant, juste définitif. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai commencé à faire défiler, virement après virement, mois après mois, plusieurs milliers d'euros, tous étiquetés, maison, facture, ou aide familiale. Mais si l'hypothèque n'avait pas été payée, à quoi avait-il servi? Où était passé l'argent? J'ai pensé au nouveau canapé du salon, à la télévision intelligente qui était en promotion, aux courses qui semblaient soudain mieux garnies quand je venais en visite. Je n'avais pas posé de questions, je n'avais pas douté, j'avais juste donné, et ils avaient pris. Je ne pense pas que c'était par méchanceté. Pas au début. Mais à un moment donné, ils ont cessé de voir cela comme une aide et ont commencé à le considérer comme un dû. Je ne les ai pas appelés parce que j'étais en colère, je les ai appelés parce que j'étais fatigué de supposer. Et quand tu donnes à quelqu'un des années de silence, ce que tu reçois en retour n'est pas toujours la vérité, mais souvent de la clarté. J'ai commencé par Ravière. Il a répondu immédiatement, comme s'il attendait que je cède. Sa voix était précipitée, déjà sur la défensive, déjà chargée d'émotions. Il a dit que maman avait à peine dormi, que papa était silencieux, que la banque avait rappelé. Il racontait cela comme si j'avais allumé une allumette et m'étais éloigné de la maison familiale sans regarder en arrière. Mais aucune de ces paroles ne m'a touché. Vraiment, parce qu'au milieu de toute cette panique, il y avait un ton que je connaissais trop bien. La culpabilité déguisée en urgence.
j'ai attendu, je l'ai laissé parler, puis j'ai demandé calmement, qu'est devenu l'argent que j'envoyais chaque mois, silence de l'autre côté. Pas un silence technique, un silence émotionnel, celui qui arrive quand quelqu'un cherche désespérément une version de la vérité qui ne le fasse pas paraître pire qu'il ne se sent déjà. Il a dit qu'il l'avait utilisé pour les courses, pour des réparations, pour des choses qui surgissaient. Il l'a dit comme si j'étais déraisonnable de poser la question, mais j'avais vécu là-bas. Je savais combien coûtait l'hypothèque, et je savais à quoi ressemblent 7 mois de factures impayées. Alors j'ai redemandé, pas plus fort, mais plus fermement, tu savais qu'il ne payait pas l'hypothèque, n'est-ce pas, ? Il n'a pas répondu directement. Il n'en avait pas besoin, car s'il ne l'avait vraiment pas su, il aurait été surpris, en colère, défensif d'une autre manière. Mais au lieu de cela, il a soupiré. Ce même soupir fatigué et vide qu'il utilisait quand il se faisait attraper pour avoir séché les cours ou menti sur des entretiens d'embauche. Un soupir qui disait, oui, et j'espérais que tu ne poserais jamais la question, je l'ai remercié, pas par politesse, mais par finalité. Puis j'ai raccroché. Ce même soir, le téléphone a sonné à nouveau. C'était Isabelle. J'ai laissé le message aller sur le répondeur, mais elle a rappelé. Et cette fois, j'ai répondu. Sa voix était tendue, de cette fausse calme qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait tort, mais ne l'admettrait jamais à voix haute. Elle a dit que je les avais humiliés en appelant la banque, que j'aggravais les choses, que les familles ne réglaient pas leurs affaires ainsi. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai laissé parler, parce que je voulais entendre jusqu'où elle irait pour éviter de dire les mots, nous t'avons menti, Enfin, Fernando a pris le téléphone. Sa voix était plus basse, presque douce. Il n'a pas demandé comment j'allais, il n'a pas demandé pourquoi j'étais en colère. Il a juste demandé si je pouvais les aider à rattraper le retard. Juste cette fois, juste jusqu'à ce qu'on trouve une solution, et à ce moment-là, j'ai compris avec une clarté totale. Ils n'étaient pas désolés, ils avaient peur. Et les gens effrayés ne s'excusent pas. Ils négocient. Alors je lui ai répondu sans hésiter, vendez la maison, Il y a eu un instant de silence. Puis 2 voix se chevauchant dans l'incrédulité, tu ne le penses pas sérieusement. C'est toujours ta maison, mais ce n'était pas le cas, et peut-être que ça ne l'avait jamais été. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une avalanche de notifications, messages, audio, appels manqués. Certains désespérés, d'autres furieux, quelques-uns feignant le calme. Je n'en ai ouvert aucun. Je savais déjà ce qu'ils diraient. Que j'étais cruel, sans cœur, que j'avais tourné le dos à ma famille. Mais je ne l'avais pas fait. C'était eux qui m'avaient tourné le dos le jour où j'avais cessé de leur être utile. J'ai préparé une tasse de café fraîchement moulu. Je me suis assise à la table de ma cuisine. J'ai regardé la vapeur s'élever en spirale pendant que le téléphone vibrait sur le plan de travail, comme s'il tremblait sous une culpabilité que je refusais de porter. Puis j'ai ouvert notre ancien groupe de discussion, celui qu'on utilisait pour organiser les anniversaires, les rappels, les listes de courses que je finissais toujours par payer. Je n'ai rien dit, je n'ai pas fait de sortie dramatique. J'ai simplement changé le nom du groupe de « famille » à *** compte clôturé ***. Je l'ai mis en mode silencieux, je l'ai archivé, et ensuite j'ai supprimé leur numéro. Pas par colère, ni même par tristesse, mais par clarté. Parce que quand quelqu'un te montre que ta présence n'a d'importance qu'en fonction de ce que tu donnes, la chose la plus généreuse que tu puisses faire est de partir. Sur le plan de travail, j'ai vu une enveloppe blanche encore scellée. Mon nom écrit de l'écriture d'Isabelle. Elle avait dû la laisser le jour où il pensait encore que j'allais revenir. Je l'ai prise, j'ai envisagé de l'ouvrir, puis je l'ai jetée à la poubelle. Sans drame, sans message, juste du papier, juste un lâcher-prise. Et à ce moment-là, sans personne pour regarder, sans personne pour s'accrocher à moi, sans personne pour me traiter d'égoïste, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la légèreté. Je ne suis pas parti parce que j'avais cessé de les aimer. Je suis parti parce qu'ils n'aimaient que la version de moi qui payait les factures et ne posait jamais de questions. Et quand cette version a cessé d'apparaître, leur idée de la famille a disparu aussi. Certains entendent cette histoire et pensent que c'est de la froideur,
mais il n'y a rien de froid à protéger les parties de toi que personne d'autre n'a pris la peine de préserver. Je n'ai pas besoin qu'ils comprennent, j'ai juste besoin qu'ils cessent de prétendre m'avoir jamais vu. Parce que j'étais là. Chaque jour, chaque mois, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Et maintenant, ils peuvent enfin ressentir le silence qu'ils ont passé des années à prétendre ne pas être le mien. Si tu es déjà resté trop longtemps dans un endroit qui ne voulait que ce que tu pouvais donner, pars. C'est tout. Pas besoin d'expliquer. Certains comprennent déjà. Réponse finale à tous les commentaires ***, j'ai lu chacun de vos commentaires, même les plus durs, même ceux qui m'ont traité d'égoïste, d'ingrate, de calculatrice, même ceux qui ont essayé de me comprendre pour finir par me dire que j'avais exagéré ou que j'aurais dû pardonner parce que ***, c'est la famille ***. Et pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ça aille si loin. J'avais juste besoin de sortir tout ce que je portais en moi. Je ne cherchais ni validation, ni pitié, ni soutien, juste un espace où je pouvais dire la vérité à voix haute pour la première fois. Mais parmi toutes ces réponses, il y a aussi eu des jugements. Tes parents ont fait ce qu'ils pouvaient. Abandonner sa famille pour de l'argent, c'est cruel. Ton frère est juste perdu, pourquoi l'écraser? Tu aurais dû en parler, pas disparaître ***, et savez-vous quoi? Peut-être qu'ils ont raison sur une chose. Moi aussi, j'ai échoué. J'ai échoué à ne pas poser de limites plus tôt. J'ai échoué à croire que si je donnais assez, je gagnerais le droit de me reposer. J'ai échoué à me taire si longtemps, espérant que mon sacrifice serait remarqué sans avoir à le crier. Mais je ne suis pas un distributeur automatique. Je ne suis pas une fille seulement quand je paye. Je ne suis pas la méchante pour avoir cessé de soutenir un système qui avait besoin que je sois brisé pour continuer à fonctionner. Pendant des années, j'ai confondu le silence avec la force. J'ai pensé que supporter, c'était aimer, que céder toujours, c'était de la maturité, jusqu'à ce que je réalise qu'on peut aussi être loyal au détriment de soi-même. Le jour où j'ai arrêté d'envoyer de l'argent, c'est le jour où ils ont réalisé que j'existais, pas comme une fille, mais comme une ressource perdue, et ça fait plus mal que n'importe quel cri. On m'a demandé si je regrettais. Oui, je regrette. Je regrette d'avoir confondu besoin et affection, d'avoir soutenu une maison qui ne me soutenait pas, d'avoir donné des années d'efforts et de silence pour découvrir que lorsque j'ai cessé de donner, j'ai aussi cessé d'importer. À ceux qui m'ont écrit en privé pour me dire *** merci, je suis aussi à bout ***, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas mauvais de sentir que vous n'en pouvez plus. Vous êtes épuisé, et c'est valide aussi. Cette histoire n'est pas une question de vengeance ou de punition. C'est une question de reconnaître quand cesser de donner est la seule façon de commencer à vivre. Aujourd'hui, je suis revenu à ma vie, une vie simple, honnête, mienne, parfois silencieuse, parfois solitaire, mais pour la première fois depuis longtemps, légère. Et oui, ça fait encore mal. Il y a encore des jours où ma famille telle que je l'imaginais me manque, mais je ne me blâme plus d'avoir laissé partir ceux qui ne m'aimaient que lorsque j'étais utile. Je ne suis pas cruel, j'ai juste fini de me briser. Merci de m'avoir lu, de m'avoir écouté, et de m'avoir, au moins ici, permis d'être vu.